Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. On se retrouve cette semaine pour les actus de la semaine. Et il se passe 2-3 trucs quand même, donc Il se c'est passe des choses, hein. On a des choses intéressantes à dire lundi après lundi. On est chez nous H24 en ce moment. vraiment. Bon, on démarre, hein. Tu voulais parler des agents IMO. C'est Ouais, un gros sujet en ce moment. ah ouais, surtout que je pense que j'en parle un épisode sur deux. Alors, sachant qu'en plus, je sais qu'il y a plein de bons agents immobiliers qui écoutent le podcast parce que des fois, j'ai l'occasion d'échanger avec vous. Et bah, c'est toujours ce qu'on dit, c'est que c'est une profession où je pense que si on prend la loi de Pareto est jamais aussi extrême que chez les agents immobiliers. Je pense que si on prend les 5% des meilleurs, bah, ils sont bons, tu vois, ils font du bon taf. Mais c'est vrai que le reste, toutes les semaines, on me raconte des histoires de fous. Et là, j'en ai encore une à raconter. Et vraiment, je vous la présente ici parce que en fait, elle m'a fait rire et que vraiment je me suis retrouvé con. Tout simplement parce qu'on accompagne des investisseurs. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Du coup, c'est normal, c'est mon rôle de les rassurer, de leur dire un peu comment ça se passe avec l'agent IMO, de des fois les prévenir que voilà, des fois ils vont avoir des petits problèmes, mais bon, c'est jamais très grave et que quand ils ont un souci, ils me le disent et puis on trouve une solution ensemble. Enfin, bref, vous vous doutez de la manière dont j'agis. Et là, je dois avouer que il se reconnaîtra parce que je lui ai demandé si je pouvais raconter cette anecdote sur le podcast avant de vous la raconter. Donc, dédicace à Julien. Et en fait, il investit dans un joli immeuble où il passe par une agent IMO et vraiment, j'ai jamais vu ça. Elle vient de encore augmenter d'un cran le taux level up. de bizarrerie que j'ai jamais vu sur une agent IMO. Elle débute peut-être, non? Ben, à la base, il m'avait dit que apparemment, elle avait pas l'air de trop s'y connaître parce que des fois, voilà, ça se voit quand quelqu'un débute une profession, elle avait l'air de pas trop maîtriser la chose. Le problème, c'est qu'elle fait des trucs extrêmement bizarres. Faut savoir qu'il achète un immeuble. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails de l'acquisition, c'est pas l'objet de cette anecdote. Tout se passe bien. Ils avaient eu déjà, ça a mal commencé, c'est-à-dire quand il a négocié le bien. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il avait visité le bien, il avait fait une offre qui était très correcte par rapport au prix qui était demandé, et l'agent IMO lui dit je pense que l'offre va passer. Et quand elle revient vers lui, genre je sais pas moi, une semaine après, elle lui dit oui, finalement l'immeuble est plus à la vente. Ouais. Oui, au début je lui dis comment ça il est plus à la vente quoi. Oui, parce qu'en fait finalement le vendeur il veut augmenter le prix. Ah, Et je suis là en mode, non, en fait, il peut pas augmenter le prix. Son immeuble était globalement dans le prix du marché, mais s'il augmente, il le vendra pas. Du coup, je donne un peu tous ces éléments à Julien pour qu'il puisse répondre, tu vois. Et l'agent IMO dit, c'est bon, finalement, votre offre est acceptée. Du coup, il se retrouve avec une offre acceptée. Bon, parfait. On enchaîne les choses. Il faut prévoir le rendez-vous de signature chez le notaire, etc. Et du coup, là, c'est le rôle de l'agent IMO de faire l'intermédiaire. Dans ces cas-là, de contacter les notaires, de récupérer les éléments du vendeur, les éléments de l'acquéreur. Du coup, l'investisseur, il donne toutes ces infos. On n'attend plus que les éléments du vendeur. Et en fait, toutes les semaines, il avait l'agent IMO qui l'appelait et lui disait bon, vous en avez toute la signature du compromis. Là, le vendeur, il s'impatiente. Et en fait, lui, en tant qu'acquéreur, il avait donné toutes les pièces, c'est-à-dire pas grand-chose, uniquement ses pièces d'identité et ses disponibilités pour signer un rendez-vous de compromis. Et le problème, c'est que le compromis ne se signait pas parce que le vendeur, lui, n'avait pas donné tous les éléments sur son bien. C'est-à-dire qu'il manquait un bail pour un des appartes loués. Visiblement, il y avait eu des travaux dont il y avait eu un permis de construire demandé à la mairie, mais visiblement, il n'avait pas l'attestation de conformité. Mais bon, si, visiblement, il avait donné à la mairie. Bref, il y avait toujours un problème qui venait de la part du vendeur, et à chaque fois l'agent IMO revenait mettre la pression à l'acquéreur. c'est qui cette relou en fait? Mais complètement. Et bon, déjà ça commence à lui chauffer la tête un petit peu, ce que je comprends. Et depuis qu'ils ont signé le compromis, c'est stratosphérique. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont signé le compromis, c'est-à-dire il y a même pas 3 semaines, il a déjà fait toutes les démarches en tant qu'acquéreur, donc il est allé tout de suite voir une banque avec un bon dossier, etc. Il a déjà un oui oral de la banque, donc maintenant ça va mettre quelques semaines de plus. Faire le dossier, ouais. Voilà, c'est ça, le temps que les offres de prêt s'éditent. Et toute manière, ils viennent tout juste de signer le compromis, donc ça veut dire que le compromis, vous avez 2 mois pour apporter un accord de la banque, et en général, on met une date finale on met une date de signature de l'acte authentique, en général 3 mois après la signature du compromis. Donc en théorie, c'est un compromis un acte authentique qui devrait se signer fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que Elle doit l'appeler tous les jours, pour savoir où est-ce que depuis ça la en est. signature du compromis, l'agent IMO l'appelle pour savoir où en est la banque. Mais tu sais, Julien, il est trop sympa, je pense, parce que moi, je pense que je serais une sauvage et j'ai déjà l'esquive facile sur le téléphone, je pense que je l'aurais bloqué, hein. Non mais attends, Au bout d'un moment, stop, hein. ça a encore pris une autre dimension cette semaine parce que du coup,
il m'en parle. Je lui dis, bah écoute, voilà, explique bien à l'agent IMO que tu viens juste de signer le compromis, que T'as un oui oral et que t'attends oui, c'est ça, et que la les offres de suite, quoi. prêt vont arriver. Et je lui dis, mais honnêtement, je comprends pas pourquoi l'agent IMO te relance. C'est vrai qu'une agent IMO, c'est un peu son rôle de relancer l'acquéreur, mais on relance l'acquéreur 1 mois ou 2 mois après la signature du compromis, pas 3 jours, tu vois. Et Peut-être qu'elle veut ça rapidement. ah non, mais je pense que soit l'agent IMO est folle, soit le vendeur est fou, mais bref, tu vas voir l'élément de plus, c'est-à-dire que semaine dernière, l'agent IMO met un coup de pression à l'acquéreur et lui dit, bon, ben vous avez pas été assez rapide pour avoir votre offre de prêt, le vendeur sortir de la vente. Il peut pas? Du coup, bah lui, il me contacte, il me dit, attends, c'est vrai? Je lui dis, bah non, c'est pas vrai. Et l'agent IMO lui dit, si, de toute façon, vous êtes dans le délai de rétractation. J'ai dit, alors, le délai de rétractation, c'est pour l'acquéreur, en Bah fait. oui, c'est Le pas pour le vendeur n'a vendeur, pas de ouais. délai de rétractation. Donc, en fait, non, le vendeur, là, il est engagé, il est bloqué avec son bien pendant 3 mois, la durée du compromis. Je lui dis, trace quand même ces échanges-là parce que, en fait, fini par me méfier, je commence à me dire, cet agent IMO, elle a l'air complètement folle, donc trace quand même un écrit auprès du notaire, que le notaire voit quand même un petit peu ce qui se passe. Le notaire confirme ce que je lui ai dit, c'est-à-dire que lui, effectivement, en tant qu'acquéreur, peut encore se retirer, mais que le vendeur est engagé. Et je lui dis, voilà, explique juste à l'agent IMO que, bah écoute, le financement, ça se fait pas en claquant des doigts. Et du coup, il répond ça. Le lendemain, il a encore relancé. Du Elle a coup, quel âge, la dame? je crois qu'elle va avoir fin de trentaine, quelque chose comme ça. OK. Et là, du coup, il finit par plus répondre, parce que c'est n'importe qui quand tu te fais harceler de manière Bon, ça m'aurait saoulé bien longtemps, complètement lui. inopportune. Ouais. Et là, ça a pris encore une dimension cette semaine, c'est-à-dire que l'agent IMO... Il a pris un recommandé. Non, elle peut pas. Ça, encore une fois, ça serait pas légal. L'agent IMO l'a appelé, il décroche, et apparemment là, elle éclate de rire. Pourquoi? Bah, elle dit, oui, je pense qu'on s'est mal compris. Du coup, elle essaie de le tourner sur le ton de l'humour. Ouais, on En mode, s'est vous mal comprenez compris, bien. ouais. En fait, c'est le vendeur qui s'inquiète parce qu'il est très pressé de vendre son bien, etc. Et lui répond, bah écoutez, en fait, le vendeur, on aurait pu signer le compromis 1 mois plus vite s'il avait donné les papiers. On vient juste de signer le compromis. Moi, j'avais besoin du compromis pour aller voir la banque. J'ai déjà vu la banque. J'ai déjà un accord oral. Là, non, les offres de prêt, elles sont en train de sortir. Va quand même falloir Doser, quoi. redescendre un petit peu. Et elle dit, non, mais vous comprenez bien. Sinon, le vendeur, en fait, il va reprendre son bien, il va le vendre à quelqu'un d'autre. Et là, heureusement, ben, c'est aussi le but. Un accompagnement, ouais. Voilà, c'est ça, c'est que je lui ai donné les éléments de langage pour répondre à l'agent. Il a dit, bah écoutez, non, en fait là, l'acquéreur, en fait le vendeur, ouais. il peut pas sortir. Il est coincé pendant 3 mois. Par contre, si jamais il veut sortir, il y a pas de souci. Il y a une clause pénale dans le compromis. Il me donne une indemnité, il me donne 10% de la valeur de l'immeuble tel que c'est marqué dans le compromis. Et là, il y a pas de souci. Moi, je veux bien lui rendre son bien pour qu'il le vende à quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il veut continuer à me prendre la tête comme ça, soit je peux essayer d'accélérer un peu les choses avec ma banque pour qu'on signe rapidement, soit ce qui va se passer, c'est que je vais attendre le dernier jour du compromis pour qu'on la signe, cette acquisition. Pop, pop, pop. Du coup, bah là, forcément, l'agent IMO est redescendu un peu d'un ton, il a commencé à Annie parler mandarin. Donc du coup, elle a dit non, mais vous comprenez, on s'est mal compris, le vendeur l'a un peu inquiet, etc. Il a dit non, mais inquiet de quoi? Il a un accord. en fait, c'est le rôle de l'agent IMO de faire ça. Si tu veux, le rôle de l'agent IMO, c'est pas d'harceler l'acquéreur. Si le vendeur il est inquiet, c'est pour ça qu'elle a une com sur l'opération qui est en train de se faire. C'est son but de faire en sorte que tout se passe bien pour l'acquéreur et de rassurer le vendeur si le vendeur est chelou ou si visiblement il comprend pas qu'en France tu peux pas acheter un bien immobilier en 24 heures, tu vois. Punaise. Il est calme, hein, parce que vraiment, je suis montée en pression. Hein. Mais oui, mais en plus, c'est normal, c'est sa première OP, alors il maîtrise pas encore tous les codes, etc. Mais moi, franchement, à sa place, j'aurais un truc, je pense que j'aurais secoué l'agent IMO, j'aurais dit, écoutez, en fait, je vais pas vous apprendre votre métier, vous allez pas m'apprendre le mien. Si vous voulez, je suis investisseur, je veux dire, ça fait 15 OP qu'on a fait, vous avez pas commencé à me... Je dis, enfin, vraiment, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu en fait, c'est le rôle de l'agent IMO de relancer l'acquéreur, etc. Mais pas 3 jours après la signature du compromis. J'ai jamais vu ça. Et je pense que les agents IMO qui écoutent le podcast, ils se diront, mais c'est qui cette zinzin, quoi. Tout le monde peut être agent IMO. Alors, oui et non. Tu peux pas être à ton compte en termes de, genre, tu peux pas créer ton agence si t'as pas la carte T. Donc pour avoir la carte T, il y a des prérequis. Faut voir avec la Chambre des métiers et de l'industrie. Tu dois avoir certains diplômes ou certaines justifier d'une expérience dans le métier pour pouvoir y prétendre. Sinon, l'autre option, c'est devenir agent commercial pour une agence. Donc en gros, quelqu'un te prête sa carte T ou en tout cas met la responsabilité de son agence sur les transactions dont tu vas jouer l'intermédiaire. Et à
à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'agence prend une commission Ouais. sur un peu toutes tes ventes. Et c'est vrai que pour être agent commercial, je pense que ça va dépendre des agences. Il y en a peut-être qui vont pas vouloir recruter quelqu'un qui aura pas d'expérience et qui aura pas le savoir-faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà vu certains agents immobiliers qui ne maîtrisaient pas les bases. Et je connais même des agents immobiliers qui m'ont raconté que quand ils étaient arrivés dans une agence, ils s'étaient rendu compte que l'agence ne fonctionnait pas bien parce que les agents commerciaux étaient pas formés. Donc, ouais, c'est une profession où l'accessibilité est relativement facile. Du coup, on peut se retrouver avec des gens très peu qualifiés en face. Après, c'est pas la seule profession qui est comme ça. Non, En bien sûr. soi, moi, je suis bien placé pour savoir que quand tu viens du monde bancaire, le niveau a vachement baissé ces dernières années et que tu peux te retrouver avec en face de toi quelqu'un qui va te parler fiscalité de l'assurance vie, qui a un diplôme de lettres, par exemple, tu vois. Donc, des fois, des trucs assez loin du droit, assez loin de la finance. Donc, c'est pour ça que, bon, c'est pas le seul métier, mais ça explique pour moi une partie de la base parce que, par exemple, cet agent immobilier, pour revenir à l'anecdote, je pense que si elle avait été formée, en fait, elle aurait jamais, elle se serait jamais permis ce genre de choses, quoi. Pour moi, c'est un aveu un peu de son manque de Ouais, compétences bien sur sûr, la ouais. chose, parce qu'en fait, on ne fait pas ça. Déjà d'un point de vue, Ouais, humainement, ça se fait je pas vis-à-vis de l'acquéreur, et puis en je plus, trouve que quand ça tu donne t'y une connais un drôle petit peu, d'image, d'elle, en fait, surtout. ça donne une mauvaise image d'elle et une mauvaise image des agents immobiliers, parce que bon, je reprendrai pas la phrase de Yann Darwin qui dit que c'est des ouvreurs de porte, mais c'est vrai qu'il y a quand même un sujet en France sur la commission des agents immobiliers et sur leur plus-value en tant qu'intermédiaire sur une opération, et c'est évident que ce type de comportement pour un agent immobilier, ça vient pas lever le niveau, quoi. OK, ouais. Bon, force et honneur à Julien, du coup, pour la suite. Bon, après, maintenant, s'il a son financement, ça devrait aller, mais j'espère qu'elle va pas la harceler pour quand est-ce qu'on signe la vente ou tu vois, ce genre de choses. J'espère surtout qu'elle Parce va se que calmer. il est un peu tributaire aussi des notaires, donc Non, mais quand tu fais de l'IMO, en fait, si tu veux, quand t'es agent immobilier, tu le sais, t'es tributaire des notaires, t'es tributaire bah, de là, la c'est peut-être mairie, sa première t'es vente, quoi. tributaire des banquiers. Non, mais si c'est ta première vente, tu fais profil bas. Tu Oui, bah, commences. c'est le moment d'apprendre, en fait, donc Oui. ouais. OK, ouais. Bon, bah, Julien, force et honneur si tu nous écoutes. Et 2e, actu de la semaine, comme quoi on vous en parle souvent de comment dire? Que le réseau off market, bah, ça se travaille un peu tous les jours. Nous, on a eu une proposition cette semaine d'un bien off market. Alors pour ceux qui le savent, du coup, on n'est plus en CDI depuis, décembre 2024 et ce qui est bien avec le off market, c'est que c'est souvent quand même super intéressant. Tu en Ouais. parles un peu? Parce que là, pour le coup, on nous a proposé un local commercial. Vous savez, on est friand des locaux commerciaux. D'ailleurs, même c'est un lot de 2 locaux commerciaux. Pour vous donner rapidement les chiffres, on est sur un ticket à environ 180 000 € avant négo. On est à 2 100 € de loyer par mois pour les 2 locaux commerciaux, donc on a à peu près 14% de renta. Alors toujours pareil, hein, en fait, c'est des lots en plus qui sont déjà loués. Donc en gros, les preneurs ont déjà fait leurs travaux. En fait, l'opération tourne. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais en locaux commerciaux. Qu'est-ce qui explique le prix? C'est que la localisation des locaux commerciaux est pas idéale. On n'est pas au milieu de rien, mais je veux dire, on est dans une grande ville et pas forcément le meilleur On est un quartier. peu dans la périphérie de la Voilà, c'est ville, ça. On quoi, n'est pas ouais. non plus, dans les cités, mais voilà, c'est ce qui explique qu'ils sont pas chers. Maintenant, la problématique, c'est que c'est du off market, faut aller vite, et ça m'embête toujours un petit peu parce qu'on se avait dit qu'on faisait pas d'autres OP cette année. Ouais. Tout simplement parce que pour l'instant on n'est pas au top de ce qu'on pourrait avoir comme financement, du fait qu'on n'a pas encore de nouveaux revenus à justifier auprès du banquier, et surtout également dû au fait qu'on attendait de vendre un appartement dont on vous a déjà parlé dans ce podcast, qui nous constituerait déjà un bon apport, ou en tout cas quelque chose de rassurant pour le banquier, de lui montrer qu'on a vendu un des biens, qu'on a soldé un financement et que grosso modo on voudrait éventuellement repartir sur autre chose. Là ça arrive un petit peu vite, donc c'est vrai que je suis un peu embêté parce que d'un côté c'est tellement intéressant, on vous propose 14% de renta sur des locaux commerciaux qui sont déjà loués, c'est un truc qui arrive jamais. Enfin, ça arrive que quand t'as du off-market. Ouais, voilà, Mais ouais. de l'autre côté, c'est vrai que ça arrive un petit peu tôt Tôt. pour nous. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on me l'a proposé hier. Je me laisse encore 24 heures pour réfléchir. Il y a 2-3 points à quand même avoir sur loupé, parce que c'est toujours pareil. Vous pourrez me dire qu'il y a peut-être un loup. C'est pour ça, là, je suis en train de faire mes 2-3 vérifs des éventuels loups qu'il y aurait sur cette opération. Mais s'il n'y a pas de loup, qu'est-ce qu'on fera, Marie? Qu'est-ce qu'on fera? Ouais, bah, c'est un peu, ce que tu dis, c'est que c'est un peu tôt. Puis en plus, bah, du coup, vu qu'on est moins finançable parce qu'on a plus de CDI, on vous l'a déjà dit, en fait, pour avoir un prêt, en fait, il suffit de cocher les cases et une des choses qui facilite grandement le financement, c'est d'avoir un CDI, sachant que nous, du coup, on a une manière un peu particulière de se rémunérer pour l'instant. C'est pas idéal pour le banquier et du coup, pour avoir le financement, il faudrait qu'on fasse beaucoup d'apports.
Et c'est là où on est un peu coincé, c'est qu'on n'a pas non plus envie de se mettre carpette tant niveau qu'on n'a pas encore eu trésor. Voilà, les c'est fonds ça. de la vente de l'appartement dont on va signer le compromis prochainement, c'est vrai qu'en termes de calendrier, ça serait tombé 3 mois après, ça On aurait a été les bien. taxes foncières qui arrivent en septembre, vous le Ouais. savez, c'est quand même. Enfin, je pense que tous les investisseurs, ça a un peu Cette les année, on fesses. sera à 25 000 € de taxes foncières. Ouais, On donc est content de payer l'État français, très content. Non, je ouais. plaisante, mais Non, mais en vrai, en fait, septembre, c'est toujours un peu compliqué. Alors, même si du coup les taxes foncières vont passer, c'est sûr que ça fera moins de 25 000 boules en moins. Bon, voilà, c'est pas idéal. Il faudrait aller les voir aussi. Je sais pas si t'as prévu d'y aller la semaine j'ai prochaine, prévu. mais aller On a voir beaucoup de quand choses même à faire ce dans que le ça week-end, donne. mais j'ai prévu d'aller les visiter. Moi, le seul truc qui me déchauffe un peu, c'est que le quartier, Enfin, en fait, moi, j'étais étudiante à Montpellier, du coup, je vois très bien où c'est. Et c'est un quartier qui me chauffe moyennement. Donc, à voir après, hein. C'est pas parce que moi, ça me conviendrait pas pour y habiter que ça vaut pas pour faire du Bah, commerce. oui, voilà ce que j'allais dire, Et surtout du c'est ce que tu commercial. dis, c'est qu'il s'est loué. Ça, c'est fou, déjà. Ouais, donc c'est ça qui... Sachant qu'on le sait, quand tu fais une bonne affaire sur un local commercial, c'est souvent parce qu'il est pas loué et que tu crées de la valeur. Donc là, en fait, s'il est déjà loué, c'est pépouze, quoi. Oui. Et vous allez me dire pourquoi le vendeur le vend aussi peu cher. En fait, c'est parce qu'il veut vendre vite. Et ça, c'est souvent des trucs que vous allez avoir que en off-market, ce type de petites pépites, dans le sens où c'est souvent un vendeur qui veut vendre vite, qui en parle à un agent immobilier, qui dit bah en fait, ton bien, vu que tu veux le vendre vite, t'es prêt à le vendre pas trop cher parce que tu veux du cash rapidement. Auquel cas, je le propose d'abord à mon réseau off-market, et c'est pour ça que c'est souvent des biens qui n'arriveront pas tout simplement sur les plateformes d'annonces. Et c'est vrai que on verra. On vous tiendra informé un peu de ce qu'on fera sur cette OP là. Ce qui nous embête, c'est honnêtement, je pense qu'on peut avoir un financement parce que c'est une petite OP, que je veux dire, on n'est pas non plus, on n'a pas un dossier qui est moche pour les banques, dans le sens que forcément on a du patrimoine derrière. Ce qui est sûr, c'est que moi j'aime bien aller voir le banquier. J'appelle pas ça en position de force, mais en cochant les cases, comme tu dis. Et là, comme on coche pas une partie des cases, est-ce que j'ai envie de me bagarrer pour avoir un prêt de même pas 180 000 parce qu'on va devoir faire de l'apport. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup de se bagarrer autant pour une OP à même pas 200 000? C'est plutôt ça la question. À voir. Juste avant de faire un point crypto, on peut faire un petit point Enedis. Du coup, pour donner un peu de nouvelles pour ceux qui suivent un peu nos débords avec Enedis. Donc, ce qui est cool, c'est que t'as eu un appel déjà d'Enedis. C'est incroyable, ça n'arrive jamais. En plus, t'étais en train de faire un truc et t'as tout stoppé pour prendre l'appel tellement qu'on s'est dit putain, en fait, il y a une merde, etc. Donc, pour ceux qui savent pas, le 4 août, du coup, on est censé avoir la conformité Enedis. Et après, du coup, ça fait courir le délai légal pour qu'on puisse avoir l'électricité fin août. Donc là, on serrait un peu les fesses et visiblement, tout est bon. Visiblement, tout est bon. On sera sur place lundi. On vous fera sans doute une petite story si vous suivez le compte Instagram. À l'heure où vous écoutez ce podcast, d'ailleurs, on doit sûrement y être. Ouais, c'est ça. Quand vous écouterez ce podcast, on sera sur la route. Et du coup, normalement, tout sera bon. On aura, je pense, retiré une grosse épine de notre pied. Quand en plus je dis une épine, on aura retiré un glaive de notre pied, je pense. En tout cas, quelque chose qui nous aura bien handicapé cette année. On est content quand même d'arriver au bout. Oui, sachant que du coup, les appartes se louent parce que maintenant, on peut faire rentrer des locataires. Exactement. Donc, l'agent IMO, en plus, on a un bon agent IMO. Franchement, celui-là, il est vraiment déter. Ouais, faut le dire. Je veux dire, on tape souvent sur les agents IMO, faut dire quand ils sont bons. Et là, celui qui nous accompagne sur la mise en location de ces biens-là, il est bon. Donc ça fait plaisir. Ouais, il est vraiment très carré. Il nous trouve des bons locataires. Donc franchement, ça c'est top. Ouais. Donc voilà pour ce qui est d'Enedis. Et pour la dernière un peu news de la semaine, un petit point sur la crypto et l'importance de prendre les gains. Ça, c'est Juju qui va en parler. Tout à fait. C'est vrai que c'était calme là, la crypto jusqu'à maintenant. Alors oui, c'était calme jusqu'au 15 juillet. Depuis, ça a pas mal monté. Il y a eu plusieurs news. Déjà, il y a la situation en Iran qui s'est calmée. Je pense que la dernière fois qu'on a dû faire un point crypto, je pense que je vous avais laissé là-dessus sur le fait que si ça partait un peu plus loin au Moyen-Orient, ça risquait de chauffer pas mal sur les marchés financiers. Visiblement, ils se sont calmés. Également, on a eu pas mal d'accords de tarifs douaniers qui sont arrivés. En plus, beaucoup de gens avaient un peu décrié Trump avec sa stratégie sur les tarifs douaniers. Visiblement, il a gain de cause, en tout cas avec beaucoup de pays, parce qu'il a à chaque fois des accords douaniers qui sont très en faveur des États-Unis. Donc, grosso modo, c'est souvent le pays en face, il paye 15% de taxes pour vente aux US et les US payent 0% de taxes pour vendre chez eux. Enfin, c'est le contenu de l'accord sur l'Europe, c'est le contenu de l'accord avec la plupart des pays d'Asie.
sauf la Chine pour l'instant, donc il n'y a pas encore d'accord. Le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, pareil, c'est un peu ce qu'ils sont. Alors, je ne veux pas vous dire les taux parce que je les ai pas tous de tête, mais grosso modo, voilà, ils acceptent de payer des tarifs douaniers quand eux vendent aux États-Unis, mais ils importent des biens des entreprises américaines sans tarifs douaniers. Donc franchement, c'est plutôt positif pour l'économie mondiale et surtout pour les States. En tout cas, Trump a réussi là-dessus. Est-ce que ça changera quelque chose sur la situation économique des États-Unis, Ouais, sur parce que le but là, c'est du coup de baisser le déficit commercial, non, chez eux? Oui, c'est ça. Le but des États-Unis dans toute cette histoire, c'était de baisser leur déficit commercial, donc faire en sorte qu'il y ait moins de dollars qui sortent des States, hein, concrètement, et surtout faire en sorte que leur déficit, qui est énorme, soit un petit peu compensé par une hausse des tarifs douaniers qui devait rééquilibrer un peu le budget américain. Alors bon, je suis pas sûr qu'ils arriveront là parce que je sais plus le déficit annuel, je crois que c'est 1000 milliards, un truc comme ça. D'accord. Je peux dire de bêtises. En fait, on entend tellement des chiffres toute la journée que je finis par confondre les mois, années, mais bref, le déficit américain est très gros et ça visait également à le réduire un petit peu. Donc c'est plutôt positif parce qu'au moins les marchés, ils s'adaptent. Au moins ils savent ce que n'aiment pas les marchés, c'est l'incertitude, ne pas savoir ce que seront l'avenir économique, grosso modo. Si maintenant on leur dit voilà, il y a des tarifs douaniers de tant de pourcents, en plus si c'est 10-15%, ça n'empêche pas les entreprises de pouvoir commercer. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, là où je voulais également venir, c'est que on va également avoir des baisses des taux qui vont finir par arriver. Alors, ça devait arriver en juillet, c'est pas le cas. Ça devait arriver en septembre, ça sera peut-être pas le cas non plus. Mais on aura bien les taux qui vont baisser à un moment donné. Et du coup, vous avez les cryptos qui ont commencé à pas mal s'apprécier, comme les marchés financiers classiques, hein. Le S&P 500, il est en record. Le Nasdaq, il est en record. En Europe, on est bien placé aussi. Enfin, je veux dire, les marchés boursiers se portent très bien en ce moment. Les cryptos aussi, notamment Ethereum, avec des inflows positifs sur les dernières semaines, donc qui permet de voir que les ETF, après avoir été assez boudés, en tout cas les ETF Ethereum, ils finissent par rentrer beaucoup plus d'argent qu'ils en sortent, donc c'est positif, ça veut dire qu'il y a des gens qui investissent sur la valeur. On a eu 3 semaines où ça a bien monté, que ce soit le Bitcoin qui a fait un nouvel ATH, que ce soit l'Ethereum qui est globalement repassé de 2200 début juillet à quasiment 4000 aujourd'hui. Je parle en dollars, hein, bien évidemment. Donc c'est très positif pour le marché. On a eu quelques records sur d'autres cryptos, etc. Maintenant, si vous êtes fortement en gain sur votre portefeuille, c'est aussi le moment de justement vendre un petit peu, je pense, et de prendre des gains. Mais ça, c'est un peu Contre-intuitif. Ouais, contre-intuitif parce que tu as l'impression que du coup ça va toujours monter, etc. Et tout le monde veut garder ses pépettes pour les revendre au plus haut possible. Mais t'as raison, en fait, vaut mieux sécuriser une partie de ses gains et à la limite, tu laisses un petit part de risque pour si effectivement ça pète. Et j'ai l'impression que du coup, ce bull run, il est vachement différent du précédent. Oui. En fait, pour moi, le précédent, c'était allé super vite, en fait. Le moment où ça a commencé à péter, et en fait, ça c'était quoi? C'était mars 2021, je crois. Mars-avril, ouais. En mai, on avait quasiment fini, quoi. Alors non, parce que je sais pas, enfin nous on est sortis en mai, mais grosso modo ça avait baissé pendant l'été. Il y avait eu un dernier run en septembre-octobre. Donc le bull run il s'était vraiment arrêté plutôt fin 2021, début 2022. Et grosso modo vous aviez eu la grosse baisse qui avait duré quasiment de novembre 21 à novembre 22 avant de rebondir suite à la faillite de FTX. Mais grosso modo il y a toujours des phases où on doute un peu dans un bull run. Personne ne peut jamais savoir quand ça commence, quand ça finit. Tu vois, si ça se trouve, moi je parle de prendre des gains et de fin de bull run, et si ça se trouve, il va encore prendre 100% derrière, tu vois. Mais ça dépend de votre stratégie, ça dépend combien vous avez investi. C'est évident que si vous avez un portefeuille de 100 € en crypto, si vous mettez, je sais pas moi, si vous venez juste de découvrir le marché et vous investissez petit à petit, vous avez un tout petit portefeuille, c'est peut-être pas le moment de prendre des gains parce qu'en fait, vous commencez tout juste à investir et les sommes que vous avez placées, elles sont pas significatives. Maintenant, si vous êtes un gros investisseur, que vous avez peut-être quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, que ce soit surtout en crypto et un petit peu en bourse aussi, hein, vu les marchés actuels. Pour moi, je trouve que c'est sain de prendre des gains. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'à nouveau on nous parle de récession aux États-Unis, que Trump il s'énerve avec encore un énième autre pays, je ne sais où sur la planète. Donc il peut y avoir des moments où ça va rebaisser. En fait, on n'ira jamais en ligne droite jusqu'en haut. Personne peut savoir jusqu'où ça va s'arrêter. Et en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que vous préférez regretter
de pas être resté jusqu'au bout et d'avoir raté des gains potentiels, ou est-ce qu'à l'inverse, vous préférez vendre quand le marché est en train de baisser et que vous dites ah c'est trop tard, j'aurais dû vendre il y a 3 mois, tu vois? Parce que moi par exemple sur notre situation, je vous en avais parlé au mois, même en début d'année, grosso modo, un des moments où notre portefeuille a été le plus haut, ça a été au mois de décembre, juste après l'élection de Trump, et à ce moment-là, j'ai pas pris de gain. Parce que pour moi, je me suis dit c'est trop rapide, on est au tout début du bull run, Oui, c'est ça vrai. va continuer à monter. Et au finalement, j'avais pris 0 gain et je m'en suis un petit peu mordu les doigts parce que au final, le marché a quasiment fait moins 40% derrière. Donc c'est pour ça que prendre des gains, je pense, quand vous avez des grosses plus-values sur votre portefeuille, c'est sain et on le répète jamais assez. Donc c'est pour ça que je voulais faire un peu ce point-là aujourd'hui. Après, il y a aussi ceux qui font des DCA pour sortir, au moins ceux-là, ils se posent pas la question, tu vois? Ouais, ça peut être une strat. Bon, on avait fait un épisode Ouais, on sur avait fait grosso un modo comment épisode. sortir et c'est Je vrai crois que que le ça DC inversé, c'était en décembre aussi, hein, il me semble. Ça devait être par là, l'épisode là-dessus, sur comment sortir, c'est et possible. cetera. Et comme quoi, on n'avait même pas écouté nos propres conseils alors. Non, mais je parle avec pas mal d'investisseurs en ce moment et c'est vrai que dès qu'on parle crypto, il y en a quelques-uns qui tu sais, au début de l'échange, ils me disent ah ben non, moi je m'attends que ça explose encore. Je dis prends des gains et à la fin ils me disent bon ben t'as raison, je vais commencer à sortir 1000 par semaine ou des choses comme ça, tu vois. Donc en fonction du portefeuille que vous avez, essayez de sécuriser, sécuriser 30%. Après vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire dans les quelques semaines qui viennent. Pour moi, ça m'étonnerait que le bull run se termine genre avant le 15 août, tu vois, ou avant le 1er septembre. Mais par contre, le problème, c'est que si tu restes investi à 100% jusqu'au 1er septembre, déjà, est-ce que tu es sûr qu'on sera forcément sur les mêmes niveaux qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on va pas redescendre un petit peu, peut-être de 5%, tu vois? Ou à l'inverse, est-ce que c'est peut-être pas vraiment fini et tout le monde sait que quand ça termine, en général, en 2-3 semaines, tu effaces 30-40% des gains qui ont été faits jusqu'à maintenant. Donc ça peut aller très vite dans un autre sens. Donc pour moi, essayer de sortir peut-être 20-30% de son portefeuille, de le sécuriser en stablecoin, c'est pas une mauvaise idée. Et on part du principe que quoi? Imagine, on a fait un x2, un x3. C'est un x2, un x3, c'est OK pour vendre, ou est-ce que tu attends un x4, x5? Pour moi, c'est pas la bonne manière de réfléchir parce que si justement tu te dis je suis en crypto pour faire un x5, quoi, qu'est-ce qui se passe? Le marché est obligé de te donner un x5, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le braquer si jamais avec une arme, si jamais il te donne pas un x5. Pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Certes, tu peux avoir des gains, des espérances. Par exemple, tu peux te dire bon OK, sur ce bull run, j'aimerais faire un x3 ou un x4 sur mon portefeuille. Le problème, c'est qu'il faut que tu te dises ça au début du bull run. Là, on peut pas dire Ouais. qu'on est au début. En soi, le bull Non, run, il y en a qui le situent fin 2020, le début du bull run actuel, il y en a qui le situent fin 2023, fin 2024, au moment de l'élection de moi Trump. j'aurais dit l'élection de Trump, c'était le début pour moi, mais après. En soi, le marché avait déjà bien monté. Le Bitcoin, il est passé de 20 000 à 60 000. Il avait fait un nouveau record, je crois, au mois de septembre, au mois d'octobre, avant l'élection de Trump. Donc bref, tu vois, c'est compliqué déjà de savoir quand il commence. Et à partir de là, si jamais t'étais pas déjà investi avant qu'il commence, comment tu peux obliger le marché à te donner une performance? Non, il faut s'adapter à ce que te donne le marché. Il faut prendre ce que tu veux prendre et ce que tu peux prendre, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On vous laisse nous dire Par ce que vous contre, en pensez. Ouais, tu vois, vas-y. dernier point là-dessus, si tu as déjà fait un x3 sur ton portefeuille et que tu as pris 0 gain, pour moi, c'est une erreur. Ouais. C'est ce qu'on disait, c'est sécuriser au moins une partie, tu vois. Ouais, c'est Peut-être ça. pas tout. C'est-à-dire que tu peux pas dire, OK, imagine, j'ai mis 10 000 balles, j'ai 30 000 euros. Non, c'est pas sain de pas prendre de gain. C'est Alors, vrai. il y a des fois où ça marche, tu vois, même pour nous, tu vois, sur le bull run 2021, on avait fait un x3 et au début, j'ai pas tout vendu. J'ai vendu quand ça a commencé à baisser. J'ai pas trop mal vendu vu que j'ai vendu très proche des plus hauts. Mais en soi, c'était pas la meilleure stratégie que j'aurais pu faire à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour finir, une question d'abonné. Est-ce que la SCLIS est le meilleur choix pour avoir un complément de revenu et acheter plusieurs autres biens si on projette d'en acheter d'autres? Il y a vraiment un mystère, j'ai l'impression, autour de la SCLIS. J'ai l'impression que c'est vrai Comment qu'on est-ce parle qu'on se beaucoup de rémunère? SCILIS, mais j'ai l'impression que toutes les semaines, on Non, mais nous, faudrait on que nous j'en demande. poste un peu plus sur la fouserie, mais en fait, toutes les semaines, j'ai 15 milliards de questions sur la SCLIS. C'est un truc de fou. Donc, c'est le moment d'y répondre. Alors, pour acheter plusieurs biens, oui. Je vais commencer par la fin de la question parce que c'est le plus simple. Oui, c'est un très bon outil. L'inconvénient du LMNP, c'est que vous allez être plafonné, soit ça doit pas dépasser 23 000 euros de loyer par an, Ouais, parce que du coup, soit la dame, elle était allée au bout du LMNP, je crois, et c'est pour ça qu'on lui avait recommandé la la SCLIS. SCLS. Ok, bon, c'est toujours bien quand tu me donnes un peu de contexte Excusez-moi. avant que je réponde. Du coup, voilà, le LMNP, quand vous commencez à vous approcher du plafond, donc soit 23 000 euros de revenus par an, soit que vos revenus LMNP dépassent
dépasse vos autres revenus, et sachant qu'on parle des loyers bruts, on parle bien évidemment pas de votre résultat comptable, mais vraiment de vos loyers bruts, dépasse vos autres revenus, vous passez LMP, donc avec des conséquences dont on a déjà parlé dans ce podcast, donc vous devenez professionnel d'un point de vue fiscal, donc vous devez payer de l'URSSAF, donc si vous avez par exemple vous êtes déjà salarié à côté, ça vous fait cotiser une deuxième fois au système français sans avoir plus de gains. En plus, ça modifie pas mal de choses sur la fiscalité propre de votre régime, parce qu'il faut savoir que quand vous aviez des déficits reportables en LMNP et que vous passez en LMP, en fait ces déficits ils sont pas perdus, mais en fait ces déficits ils avaient été constitués en LMNP, donc vous pouvez pas les imputer sur vos revenus LMP. Voilà, c'est plein de nuances, c'est super important de bien comprendre ça, et grosso modo, dans 90% des cas, c'est jamais une bonne idée de passer LMP sur vos revenus de location meublée. Et c'est pour ça que la SCI à l'IS, quand vous voulez enchaîner des opérations, c'est beaucoup mieux. Là, vous n'avez aucune limite. Vous pouvez faire une SCI avec 10 biens, 100 biens, 1000 biens. Vous pouvez décider de faire 10 SCI avec 10 biens, 10 SCI avec 100 biens. Vraiment, il n'y a aucune limite là-dedans. Vous pouvez faire une SCI avec des apparts, du commercial, des châteaux, des bateaux, que sais-je. Vraiment, vous pouvez tout faire en SCI. Il n'y a pas de limite là-dessus. C'est ça qui est vraiment génial. Là, vous êtes limité en SCI, c'est que commencez pas à faire, à faire une activité professionnelle avec votre SCI, ça doit bien rester du patrimonial. Ça, c'est peut-être la seule nuance. Mais sinon, sur l'aspect complément de revenus, on en a déjà parlé, je pense quasiment chaque semaine, comment prendre des revenus en SCI. Et pour moi, il faut pas essayer de chercher un régime où vous allez prendre des compléments de revenus. Pour moi, il faut essayer de voir gros en termes de revenus tout court. Et pour moi, la SCI à l'IS est un très bon choix en termes de régime fiscal pour constituer des revenus immobiliers. Maintenant, l'idée d'avoir un complément de revenus à côté de votre salaire, c'est après. C'est quand vous avez commencé à constituer un parc, que vous avez des loyers qui tournent, du cash flow qui tombe. Là, on se pose la question de comment on récupère l'argent de la SCI. Mais vouloir tout de suite aller dans un régime où vous avez du complément de revenus, c'est pas une bonne idée, parce que ça veut dire que potentiellement vous restez dans un régime qui est pas adapté à vous et qui surtout ne vous permet pas d'avoir une stratégie pour enchaîner les opérations. C'est vrai. Bon on a fait le tour des actus de la semaine. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et à nous suivre sur Instagram, qui est le Boomer Dream et la Flooserie. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. Salut à jeudi. Ciao.